Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire en Tunisie, le nouveau gouvernement du Premier ministre Habib Essid a reçu l'approbation du Parlement ce jeudi 5 février. Une large coalition dominée par les vainqueurs des élections législatives Nida Tounes, mais comptant aussi des membres du parti Ennahda. 4 présidents africains, une cinquantaine de ministres et près de 500 entreprises africaines et françaises présentes. Immersion au sein du second forum franco-africain qui s'est tenu vendredi 6 février à Paris. Qui de la Guinée équatoriale ou de la République démocratique du Congo s'emparera de la 3e place de la Coupe d'Afrique des Nations? Réponse cet après-midi lors de la petite finale de la CAN à partir de 16h GMT. Mais d'abord, l'ancien Premier ministre mauricien Navid Chandra Ramgoolam arrêté et incarcéré depuis vendredi dans une affaire de cambriolage. Une arrestation qui survient après le suicide en prison d'un des prévenus dans le cambriolage de l'une des demeures de l'ancien chef du gouvernement. L'incarcération a déclenché plusieurs manifestations dans cette île de l'océan Indien. L'ancien ministre est également accusé d'avoir poussé un homme à produire un faux témoignage. En Tunisie, le Parlement accorde sa confiance au nouveau gouvernement du Premier ministre Habib Essid. Une annonce plus de 2 semaines après la formation de son équipe ministérielle. Un exécutif composé de 22 ministres, dont 9 femmes, notamment au ministère de l'Emploi, de la Culture et de la Famille, Kekeli Afeto. En Tunisie, le nouveau gouvernement du Premier ministre Habib Essid a reçu l'approbation du Parlement ce jeudi 5 février. Une large coalition dominée par le vainqueur des élections législatives, Nida Tounes, mais comptant aussi le parti d'Ennahda. Sur les 204 élus présents, 106 ont voté pour, 30 contre et 8 députés se sont abstenus. C'était tout à fait normal, puisque avec les 2 grands partis qui sont représentés dans le gouvernement, c'était arithmétiquement clair, puisque un parti a 86 députés, l'autre a 69 députés sur 217, ça fait une majorité assez confortable. C'est la 2e mouture d'un gouvernement qui ne s'est pas présenté à l'Assemblée dans sa première mouture, parce qu'il se demandait s'il allait avoir une majorité confortable. Il y a une majorité, nous sommes des démocrates. Cette majorité a le droit de constituer un gouvernement. Ce gouvernement va être soutenu par l'Assemblée où cette majorité est représentée. Choisi pour diriger le gouvernement, Habib Essid avait présenté dans un premier temps une liste qui a essuyé de vives critiques. C'est d'ailleurs ces critiques et la crainte d'un échec du vote de confiance à l'Assemblée qui ont motivé la formation de ce nouvel exécutif. Ce gouvernement aura comme priorité la lutte contre le terrorisme, le chômage et la pauvreté. La première des réalisations, c'est la poursuite du respect de la règle démocratique, c'est-à-dire l'organisation d'élections de manière continue, puis deuxièmement, et en même temps et en parallèle, ne pas laisser les extrémistes qui voudraient éradiquer les élections, venir écouter dans le pays. Donc il faut s'opposer aux tentatives extrémistes. Il faudrait qu'ils se mettent au travail pour proposer un plan économique et social qui permettrait aux jeunes de trouver un travail vrai. Nida Tounes a obtenu 6 portefeuilles, dont celui des Affaires étrangères. Les ministères de l'Intérieur, de la Défense et de la Justice ont pour leur part été confiés à des indépendants. Ennahda a de son côté obtenu le portefeuille de l'Emploi et 3 secrétariats d'État. Le forum franco-africain s'est ouvert vendredi 6 février à Paris, une rencontre destinée à renforcer le partenariat économique entre l'Afrique et la France. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba, présent, a fait part de l'importance de la formation des jeunes pour garantir une meilleure industrialisation du continent. Les précisions de Kekeli Afeto. L'Union nationale, parti de l'opposition radicale gabonaise, a été réhabilitée mercredi à Libreville. Dissous en janvier 2011, suite à l'autoproclamation de son secrétaire exécutif, André Mbaobam, comme président de la République du Gabon, au lendemain de la présidentielle de 2009, ce parti a finalement été réhabilité à 1 an du prochain scrutin présidentiel au Gabon. Le parti politique Union nationale est réhabilité et autorisé à exercer ses activités sur l'ensemble du territoire. Le toilettage des textes qui instituent le Conseil national de la démocratie était plus qu'une nécessité pour l'État. C'est dans ce sens que les sanctions frappant les dirigeants d'un parti politique dissous ont été assouplies. L'encadrement de l'exercice des libertés démocratiques et la protection des institutions de la République ont également été renforcés. J'ai voulu faire en sorte que le Conseil national de la démocratie devienne
le lieu indiqué pour que chacun exprime son point de vue et contribue à faire évoluer notre démocratie dans un dialogue politique permanent et inclusif, ouvert à tous les partis politiques légalement reconnus. Cette formation politique de l'opposition qui vient d'être réhabilitée est restée illégitime pendant 4 ans. Pour ses membres, il s'agit d'une injustice réparée. Tout ceci montre que ça a été une injustice grave qui a prévalu à la dissolution de l'Union nationale. Si cette injustice grave est réparée, ça n'est pas un événement, c'est le retour normal aux choses. Pour ce qui est du Conseil national de la démocratie, son efficacité reste simplement à démontrer. La réhabilitation de ce parti politique de l'opposition a été saluée par l'Organisation des Nations Unies qui en a pris acte. Selon le secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, cette mesure constitue une avancée importante dans la voie de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit au Gabon. Et vous l'avez bien compris, ce sujet de notre correspondant Douglas Toutoum portait sur la réhabilitation du parti d'opposition, l'UM. Veuillez nous en excuser. Au Cameroun, à côté des grandes et des moyennes exploitations agricoles, la notion d'agriculture de seconde génération intègre aussi les petites exploitations dites familiales. Ces dernières, plus nombreuses, assurent l'essentiel de la production agricole nationale. Dans un proche avenir, grâce aux idées issues de concertations organisées par les pouvoirs publics et leurs partenaires, elles connaîtront de profondes mutations qualitatives et quantitatives. Les précisions de notre correspondant Narcisse Doumbé. L'agriculture familiale au cœur de la politique agricole du gouvernement camerounais. Afin d'en faire un élément central de l'agriculture de seconde génération, de nombreuses réflexions sont menées. Parmi les résolutions les mieux partagées de ces échanges, l'accès à la propriété foncière, l'amélioration de la productivité ou encore la création de la valeur ajoutée. Allez dans n'importe quelle boutique à Yaoundé. Qu'est-ce que vous voyez dedans? Made in Cameroun, ça n'existe pas. Nous devons créer du Made in Cameroun. Et le Made in Cameroun viendra d'abord du secteur agricole. Purée de tomates, en boîte, en sachet, Made in Cameroun. Jus de fruits, Made in Cameroun. Pour les producteurs, la question des financements adaptés à la réalité du terrain est l'une de leurs principales priorités. Aujourd'hui, on n'a pas de financement adapté pour permettre vraiment de développer notre agriculture. Nous avons des financements de campagne, des financements à court terme. Nous n'avons pas de financement à moyen et à long terme qui nous permettront vraiment de rentabiliser les équipements. Par exemple, si on les achète, on ne peut pas rembourser en un an. L'agriculture familiale concerne environ 60% de la population active camerounaise. Sa contribution à la production nationale agricole du pays est estimée à plus de 80%. On ouvre un chapitre sport pour terminer ce journal et l'affiche de la finale de la CAN est désormais connue. Il s'agit du Ghana qui affrontera la Côte d'Ivoire dimanche à Bata dès 19h GMT. Une finale de connaisseurs pour ces deux nations du ballon rond. Les Black Stars sont effectivement quadruples lauréats de la compétition. Ils l'ont remporté en 1963, 65, 78 et 82. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont remporté la coupe en 1992. Et toujours à propos de la CAN, sachez que la Confédération africaine de football a tranché ce vendredi. Le Maroc sera privé de participation aux 2 prochaines éditions de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017 et en 2019. Souvenez-vous, le royaume chérifien avait refusé d'organiser la compétition en raison de l'épidémie Ebola. Le Maroc également condamné à verser $1 million d'amende et 8 millions d'euros de dommages et réparations. C'est ce samedi à 16h GMT que se joue le match pour la 3e place entre le Nsalang national de la Guinée équatoriale et les Léopards de la République démocratique du Congo. Une rencontre qui revêt plusieurs enjeux. On en parle avec notre éditorialiste Gérard Herrins juste après ce sujet de Jean-Célestin et Djangé Ibra Radinjai. C'est la petite finale ce samedi à Malabo. Le Nsalang national et les Léopards disputeront le match pour la 3e place de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Pour les 2 formations défaites en demi-finale, respectivement par les éléphants de la Côte d'Ivoire et les Black Stars du Ghana, cette rencontre pour la 3e place revêt d'abord un enjeu sportif. L'intérêt de cette rencontre, d'abord pour les 2 équipes, il s'agit de monter sur le podium.
ayant perdu l'accès à la finale, je pense que c'est intéressant pour chacune de ces pays de retourner avec une médaille et de monter sur le podium. Donc c'est principalement l'enjeu de cette rencontre-là, montrer que malgré le fait de ne pas avoir pu aller en finale, cette équipe a sa place de pouvoir être parmi les 3 premiers de cette compétition-là. Il vaut mieux avoir une médaille, retourner avec une médaille que de partir sans médaille, même si on a atteint la demi-finale. Ça, c'est l'un des enjeux. Si pour les 2 sélections, l'élimination en demi-finale reste difficile à avaler, force est de constater qu'elles ont été vaincues par plus fort qu'elles. Les supporters du Zalang national et ceux des Léopards auront donc à cœur de montrer que cette CAN 2015 aura malgré tout été une belle réussite populaire. Et de l'autre côté aussi, même au niveau de l'organisation de cette CAN-là, c'est très important parce qu'on sait que la demi-finale Guinée-Ghana a été compliquée. Donc il s'agit aussi de montrer que malgré tout, le football avance et il y a une autre image qu'il va falloir montrer en Guinée équatoriale. Donc je pense qu'il y a 2 enjeux, autant pour les équipes mais autant pour l'organisation. C'est la première fois que le Zalang national atteint chez les hommes les demi-finales de la plus grande compétition continentale de football. Quant à la République démocratique du Congo, elle n'a plus jamais réussi à se hisser à ce stade depuis 1998. Et pour en parler plus en détail, nous recevons notre éditorialiste Gérard Herrins. Gérard, bonjour. Oui, bonjour. Effectivement, comme le disait Mahamat Traoré, l'essentiel c'est de ramener une médaille. Il y a une grosse différence entre finir 3e, donc avec une médaille fut-elle de bronze, et finir 4e, échouer donc au pied du podium. Tous ceux qui ont fait du sport vous le diront, c'est absolument fondamental comme différence. Maintenant, dans quel état d'esprit les 2 équipes vont-elles aborder ce match? C'est ça qui sera le facteur décisif selon moi. Est-ce que cette équipe de la Guinée équatoriale qui a été laminée, il faut bien le dire, face au Ghana en demi-finale et qui a eu le moral quelque peu plombé par les incidents qui ont terni la fin de la rencontre, est-ce que cette équipe-là va trouver le ressort moral et physique pour affronter une RDC qui est encore relativement euphorique, si l'on compare, en tout cas selon moi, à la Guinée équatoriale? Ça n'est pas sûr. Je fais personnellement de la RDC mon équipe favorite. Je crois que les Léopards ont subi certes la défaite face à la Côte d'Ivoire, mais une défaite somme toute assez honorable, tandis que la Guinée équatoriale, elle, a été vraiment très nettement dominée. Et puis encore une fois, ces incidents vont, je pense, perturber quelque peu le moral des troupes. Même le fait de jouer à domicile, vous ne pensez pas que ça peut encourager? On peut espérer effectivement que ça va survolter en quelque sorte les joueurs, ça va les galvaniser et qu'ils vont fournir une prestation digne de ce qu'ils ont accompli lors des stades préalables. Rappelons-le, une belle victoire 2-0 contre le Gabon, et puis ensuite l'élimination de la Tunisie qui restera un fait marquant dans l'histoire du sport équato-guinéen. C'est dans cet esprit-là qu'il faut qu'ils abordent le match et non pas dans celui qui avait prévalu lors du match contre le Ghana. Merci Gérard, on se retrouve demain pour la finale, bien entendu. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.